Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Toujours pas de solution à la crise ukrainienne. Les dirigeants occidentaux multiplient les concertations. Les craintes que la Russie n'envahisse l'Ukraine se font de plus en plus persistantes. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, les communautés ukrainiennes de certaines grandes villes californiennes sont descendues dans la rue pour des manifestations pacifiques et exprimer leur soutien à leur pays. Comment impliquer les religieux et les chefs traditionnels dans la lutte contre l'extrémisme? La question était au centre des échanges de la conférence africaine pour la paix dans le monde qui s'est achevée hier en Mauritanie. La culture est également au rendez-vous dans cette édition avec Roger Muntu qui revient notamment sur l'actrice américaine Whoopi Goldberg qui a été suspendue pour 2 semaines de l'émission qu'elle co-présente sur la chaîne américaine ABC. Entretien téléphonique aujourd'hui sur le conflit autour de l'Ukraine entre les dirigeants occidentaux, parmi lesquels le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Cet entretien intervient au moment où les craintes que la Russie n'envahisse l'Ukraine se font grandes. Le point avec Jacques Aristide. Démonstration de force aux portes de l'Ukraine. Des parachutistes américains arrivent en Pologne après leur déploiement depuis la base de Fort Bragg en Caroline du Nord. La Russie, elle, continue ses manœuvres d'envergure au Bélarus, voisin de l'Ukraine, et annonce d'autres entraînements aux missions de combat à Rostov. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, est inquiet. Il existe un risque d'invasion à part entière, mais aussi d'autres types d'actions agressives, notamment des tentatives de renversement du gouvernement de Kiev, des cyberattaques hybrides et de nombreux autres types d'agressions russes. Le président américain Joe Biden appelle ses compatriotes à quitter l'Ukraine sans attendre, car selon lui, les choses pourraient très vite s'emballer. Avertissement relayé par son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, pendant sa visite à Melbourne, en Australie. Nous sommes dans une période où une invasion peut commencer à tout moment. Pour être clair, cela inclut pendant les Jeux olympiques. À Kiev, l'appel de quitter l'Ukraine n'est pas vu d'un bon œil. Eh bien, si l'Amérique soutient l'Ukraine, je pense que c'est un pas en arrière. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Le gouvernement ukrainien, qui a plusieurs fois critiqué l'alarmisme de Washington, s'est toutefois empressé aujourd'hui de relativiser les choses. Nous nous efforçons de décourager la Russie de recourir à toute action agressive avec des armes. Moscou dément toute velléité agressive envers l'Ukraine. Des approches idéologisées, des ultimatums et des menaces ne mènent à rien. Malheureusement, beaucoup de nos collègues occidentaux se laissent emporter par cette forme d'activité publique et je ne peux pas appeler cela de la diplomatie. Mais le Kremlin conditionne toute désescalade à une série d'exigences, notamment l'assurance que Kiev ne va jamais intégrer l'OTAN. Inacceptable, jugent les Occidentaux. Les pourparlers ces derniers jours n'ont pas permis de progresser pour résoudre la crise, décrite comme la plus dangereuse depuis la fin de la guerre froide, il y a 3 décennies. Dans le même chapitre, ici aux États-Unis, les communautés ukrainiennes de certaines grandes villes californiennes sont descendues dans la rue pour des manifestations pacifiques. Les protestataires ont scandé des slogans pour exprimer leur soutien à leur parti, à leur patrie, alors que la menace d'invasion russe reste pressante dans les esprits. Christina Shevchenko fait le point de la Californie. Récit Michel Joseph. Alors que les tensions sont vives entre la Russie et l'Ukraine, les Ukrainiens américains de la ville de Los Angeles se sont rassemblés dans l'un des quartiers les plus animés.
Les manifestants ont agité des drapeaux ukrainiens vêtus de chemises traditionnelles, brodées et crié leur soutien à leur patrie. Des slogans scandés haut et fort et sur une grande affiche, une photo de Vladimir Poutine et un appel à rester en dehors de l'Ukraine. Nous dénonçons l'agression de la Russie. La propagande russe déforme la situation en Ukraine. L'Ukraine est un pays pacifique et démocratique. L'Ukraine ne soutient pas le fascisme. L'Ukraine veut la paix. Des membres d'autres communautés ont rejoint les manifestants pro-ukrainiens, notamment des Lituaniens, des Biélorusses et des Géorgiens. L'Ukraine subit la même invasion que la Géorgie subit depuis 30 ans. Nous sommes donc ici pour apporter notre soutien à nos frères et sœurs et faire savoir au gouvernement américain qu'il doit faire davantage pour soutenir l'indépendance et la liberté de l'Ukraine et mettre fin à l'occupation russe. Les résidents ont également exprimé leur soutien. Beaucoup se sont contentés de klaxonner avec enthousiasme. D'autres ont laissé leur voiture pour se joindre à la foule. La Russie a envahi l'Ukraine il y a 8 ans et se prépare à l'envahir encore plus. Comme tout le monde le sait, la Russie a également lancé une guerre hybride, une guerre de désinformation contre l'Ukraine, et pas seulement en Ukraine, mais aux États-Unis, dans toute l'Europe, dans le monde entier. À Santa Monica, une ville côtière située à l'ouest du centre-ville de Los Angeles, plusieurs dizaines de personnes se sont également rassemblées pour exprimer leur solidarité avec l'Ukraine et demander le soutien de Washington à Kiev. À San Diego, la communauté ukrainienne locale a également organisé une manifestation pacifique. Une centaine d'Américains ukrainiens se sont rassemblés dans le parc Balboa. Cette manifestation s'est avérée la plus grande en Californie, tenant des pancartes estampillées « Debout pour l'Ukraine ». Quelques 200 Ukrainiens sont descendus dans la rue, accompagnés d'habitants de la Silicon Valley et d'étudiants des universités Stanford et Berkeley. En Californie, les manifestants pro-ukrainiens se disent prêts à continuer les rassemblements jusqu'à ce que la Russie retire ses troupes de la frontière avec l'Ukraine. Direction la Chine où se déroulent les Jeux olympiques d'hiver. La légende américaine du snowboard, Shaun White, a fait ses adieux à la compétition en terminant à la 4e place de l'épreuve de halfpipe vendredi, alors qu'en coulisses des JO 2022 a éclaté une retentissante affaire de dopage concernant la patineuse russe Kamila Valieva. Pour parler de tout cela et de l'ambiance de ces Jeux, retrouvons sur place Philippe Rauter, notre envoyé spécial sur place. Il est 3h38 du matin en Chine. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous réveiller pour nous. On le disait tantôt, Shaun White a fait ses adieux à la compétition avec une 4e place, une déception en quelque sorte. Mais il y a aussi le retour de Schwering. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, en fait, deux histoires un peu tristes pour les stars américaines de ces Jeux olympiques d'hiver, des stars en théorie. Commençons avec Mikaela Shiffrin. Elle était censée devenir encore plus star de cette équipe de ski alpin américaine. Eh bien, c'était un début de compétition catastrophique pour elle avec 2 sorties de piste en slalom et en géant. Elle a fêté son retour en Super G avec une 9e place, avec une réaction assez sympathique de sa part. Elle disait ceci: c'était sympa de faire du ski. Voilà sa réaction. Elle a encore 2 opportunités pour gagner des médailles ici à Pékin. Alors, vous avez mentionné Shaun White, encore une star du sport américain en snowboard, en halfpipe. Il a fêté ses adieux d'une certaine manière. C'était triste pour lui aussi, avec une 4e place après avoir été triple champion olympique. Mikaela Shiffrin, elle était double champion olympique et elle le restera bien sûr aussi. Shaun White a fait ses
ses adieux en disant tout simplement qu'il laisserait maintenant sa place à une nouvelle génération. On parle aussi, Philippe, du cas de Kamila Valieva, la favorite pour l'or à Pékin, mais qui a été contrôlée positive à une substance interdite. Un mot là-dessus? Oui, c'est un sujet qui domine un peu ici à Pékin depuis déjà 5 jours maintenant. Kamila Valieva, c'est une sensation du patinage artistique. Elle n'a que 15 ans. Et je vous raconte un peu son histoire de manière chronologique. Elle a été testée positive dans un contrôle antidopage à Saint-Pétersbourg en décembre déjà. Mais ce test n'a pas été révélé jusqu'au jour après qu'elle ait gagné avec son équipe féminine l'or ici à Pékin. C'est le jour après où ce test a donc été révélé. Elle a été suspendue de la part du comité olympique russe qui après lui a donné encore une fois la permission de continuer à entrer en compétition ici à Pékin. Tout cela va se décider en fin de compte au tribunal arbitral du sport. Normalement dans quelques jours, parce que cette star, cette jeune femme qui est censée devenir une des grandes stars de ces Jeux olympiques d'hiver ici à Pékin, elle a encore une compétition qui l'attend la semaine prochaine, où elle est favorite pour gagner l'or. On ne sait pas encore en ce moment si elle va être sur cette piste ou non. Et vous suivrez bien sûr tout cela pour nous, Philippe. Depuis l'ouverture de ces Jeux de Pékin, on parle beaucoup de cette bulle fermée. Vous êtes sur place, racontez-nous ce qui vous a marqué à votre arrivée. Ouais, c'est une situation assez bizarre, assez similaire en fait à ce qu'on a vécu en été. C'était à Tokyo pour les Jeux olympiques d'été. Vous me voyez ici dans la rue, mais en théorie, je suis dans une rue assez normale, mais je ne peux avoir aucun contact avec la population de Pékin. Les athlètes, les officiels, nous, les journalistes, on est dans cette bulle, on est loin de la population locale, on n'a aucun droit à avoir du contact avec eux. Donc une situation très étrange dans un pays qui a des mesures très très strictes contre le virus Covid-19. Vous le savez très bien, il est très difficile pour les étrangers de voyager en Chine. Une exception a été faite pour ces Jeux olympiques d'hiver pour qu'on puisse entrer. Mais je vous donne un exemple des difficultés pour entrer. Dans mon vol pour arriver ici en Chine, il n'y avait que 14 personnes. Et je vous donne une autre raison pour laquelle ces Jeux olympiques d'hiver sont assez controversés. Depuis ce vol, depuis cet avion, j'ai vu les pistes de ski ici à environ 80 km du centre de Pékin. Des pistes qui n'ont que de la neige artificielle. Autour, les montagnes sont absolument sèches. Ce sont des Jeux olympiques d'hiver qui sont en train d'être organisés sans neige naturelle, avec de la neige artificielle exclusivement. Prenez soin de vous, Philippe Krauter. Vous êtes notre envoyé spécial aux Jeux olympiques d'hiver. Merci d'avoir été avec nous. Dans l'actualité également, au Bénin, 3 attaques à la bombe artisanale mardi et jeudi ont fait au moins 9 morts, dont un Français de 50 ans et 12 blessés parmi les équipes chargées de sécuriser le parc naturel W dans le nord du pays. Le président béninois Patrice Talon a convoqué hier un conseil extraordinaire des ministres sur ces attaques, les plus meurtrières jamais enregistrées au Bénin. Aucune revendication n'a été faite, mais une insurrection djihadiste s'est étendue à certaines parties de l'Afrique occidentale, dont le Niger et le Burkina Faso voisins. Le parc national du W, qui s'étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, est collé au parc de la Pendjari, où 2 touristes français ont été enlevés en mai 2019. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a accusé jeudi un ex-chef de la Marine nationale et 2 autres hommes arrêtés par le passé par l'agence américaine anti-drogue d'être derrière ce qu'il présente comme la tentative de coup d'État avortée du 1er février. Le président Embalo a cité devant la presse les noms de l'ex-contre-amiral José Américo Bubo Nachuto, chef de la marine pendant la première décennie des années 2000, celui de Chami Yala, également ancien officier, et enfin Papi Djemé. Tous ont été arrêtés après les événements du 1er février, a dit le chef de l'État. Voici un extrait de ses déclarations.
Je ne dis pas des politiciens qui sont derrière, mais la main armée. C'est des gens qui ont des liaisons avec les gros cartels de la drogue. Et c'est connu de la public. Beaucoup aux 3 ou 4. Là, l'ancien chef d'état-major de l'armée de la marine, il est en prison. Il était même incarcéré aux États-Unis. Il est impliqué dans ça. Il y avait Chamiala, il y avait un certain Papis Djemé, et tous étaient incarcérés aux États-Unis. 12 personnes ont été tuées mercredi dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Ces violences sont fréquentes dans cette province où nombre d'habitants sont armés. Le gouverneur du Moyen Chari, où s'est déroulé le drame, a indiqué que la situation est actuellement sous contrôle. D'après son témoignage, un éleveur qui conduisait son troupeau a été tué mercredi par des cultivateurs et en représailles, des éleveurs avec des armes à feu ont tué 11 cultivateurs dans le village de Sandana, à 550 km au sud de N'Djamena, la capitale. En Mauritanie, impliquer les religieux et les chefs traditionnels dans la lutte contre l'extrémisme violent, c'est la recommandation de la Conférence africaine pour la paix dans le monde, dont la 2e édition s'est achevée jeudi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, en présence de quelques 300 experts venus d'une quarantaine de pays. C'est une correspondance de Mohamed Diop. Dès le début mardi de la conférence africaine pour la paix dans le monde, le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait émis le vœu de voir des conclusions allant dans le sens de promouvoir la tolérance face à l'extrémisme violent. Mais la concrétisation de ce vœu nécessite l'implication des religieux et chefs traditionnels dans la lutte contre l'extrémisme violent, comme le souligne la déclaration finale. Il est recommandé dans les conclusions l'élaboration d'une feuille de route efficace et inclusive qui tient en compte les préceptes de l'islam, les valeurs universelles et les traditions africaines dans la lutte contre l'extrémisme et la criminalité transfrontalière. Plus concrètement, les conférenciers ont demandé aux religieux d'inculquer la culture de la paix à la jeunesse. La paix dont le monde a besoin, tout comme nous, les musulmans et les Africains de façon particulière, nécessite de promouvoir une éducation qui fait de la recherche de la paix un comportement de tous les jours. Et cette éducation doit être basée sur la compréhension et la bonne application des textes religieux. Mieux, le président du Niger, Mohamed Bazoum, invité d'honneur de l'événement, a appelé à l'union des politiques et des religieux pour mener le combat. Sur l'explication de ce que l'islam et non la perversion qui en est faite à travers des lectures dangereuses et qui vouent nos sociétés à la crise dans laquelle elles sont plongées aujourd'hui. Il faut aussi dire aux jeunes, a-t-il ajouté, que celui qui tue des innocents au nom de Dieu est doublement criminel. Criminel parce qu'il est humain, mais criminel surtout parce qu'il est musulman. Durant les 3 jours de réflexion et de débat, les différents orateurs ont souhaité voir les religieux et chefs traditionnels réussir ce que les armes peinent jusque-là à imposer au Sahel, c'est-à-dire la paix et la stabilité. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Vous êtes sur VOA Afrique, n'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Nous émettons en direct de Washington, D.C. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Montou. Une femme a porté plainte pour viol à Los Angeles contre le rappeur Snoop Dogg qu'elle accuse de l'avoir agressé en 2013 en marge d'une audition. La plainte déposée mercredi au civil devant un tribunal fédéral vise également Bishop Don Magic Juan, le conseiller spirituel de Snoop Dogg, selon le récit de la plaignante qui a requis l'anonymat. Elle était à l'époque danseuse et s'était produite sur scène pour l'artiste et d'autres rappeurs. À l'issue d'une soirée au studio de Snoop Dogg en mai 2013, Campbell avait proposé de la raccompagner chez elle, mais l'avait en réalité conduite à son propre domicile où, épuisée, elle s'était endormie. La plaignante accuse Campbell et Snoop Dogg de l'avoir agressée sexuellement au petit matin avant de la conduire de nouveau au studio de Snoop Dogg pour une audition plus tard dans la journée. L'actrice américaine Whoopi Goldberg a été suspendue mardi dernier pour 2 semaines de l'émission qu'elle co-présente sur la chaîne américaine ABC, après avoir affirmé la veille que l'Holocauste n'était pas une question de race. Elle a présenté des excuses lundi pour cette déclaration faite alors qu'elle cherchait à défendre le roman graphique sur la Shoah, mot récemment banni du programme scolaire par les autorités d'un comté du sud des États-Unis. Mais Kim Godwin, présidente d'ABC, a estimé que ce n'était pas suffisant et a décidé de suspendre l'animatrice de la célèbre émission de talk show The View. We're going to invite you now. This is a song called Congo for You. This is a way for me to remind you to make Congo your next project. Congo is a beautiful country in the middle of Africa. That country that feeds everybody, but we also want everybody to think of that country, huh? Song Congo for you. Congo's for you. Oh, humanity. Congo, Nkumu Katalaï est un artiste, orateur, multi-instrumentiste et activiste social dont l'objectif principal est de promouvoir l'humanité. La vision d'Nkumu met en évidence la contribution de la culture congolaise dans l'histoire du monde. Il est originaire de Kinshasa, en RDC, et vit à New York. Il était mon invité cette semaine. Suivons un petit bout. Donc, 4. Oui. Tu es né avec ta bénédiction, ton étoile. Le jour même tu es né, ça a déclenché tout ton destin. Donc il y a tout dans ces 4 doigts-là. Maintenant, dans les 6 qui restent, le temps et l'opportunité, ça travaille ensemble. C'est pour cela qu'il ne faut pas brûler les étapes, il faut attendre ton temps et l'opportunité. De 2 doigts, c'est la discipline. Et le 2 reste, c'est les talents. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, don't make a mistake. Il ne faut pas te dire que ton talent, c'est tout ce que tu as besoin. Parce que talent demande seulement 2 doigts et la discipline. Le sacrifice, la discipline, le travail, l'apprentissage, tout ça là, tu vois, talent et discipline, ils sont 2-2. Et voilà, avec Nkumu, on apprend en toujours. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site internet www.voafrique.com. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous cette semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VOA Afrique. Merci Roger et à vendredi prochain. On reste en culture. L'industrie de la mode a toujours eu une relation étroite avec certaines formes d'activisme social. Mais cette industrie est également considérée comme un domaine avec des consommations excessives. Cela pourrait changer si la loi de New York, dénommée Loi sur la durabilité et la responsabilité sociale de la mode, est appliquée. C'est un reportage de Nina Vishneva, récit Blanche Sanon. C'est la veste cousue avec des gants de four. Celle-ci était exposée dans un musée pendant un moment. Elle vient de revenir. Elle est si douée pour donner aux vêtements une deuxième et une troisième vie qu'il n'est pas étonnant que Nicole McCaulin ait été surnommée la sorcière du recyclage.
Cette veste est faite avec des chaussures usagées d'un magasin. C'est très dur, c'est comme une armure. Macaulay a rejoint le domaine de la mode du développement durable après avoir travaillé comme graphiste dans une grande entreprise de chaussures. Elle a vu tout ce qui était jeté, d'énormes quantités de tissus, de boutons et de fermetures, des milliers et des milliers de modèles d'essai. Ainsi, Macaulay a commencé à sauver tout ce qu'elle pouvait et à transformer les pièces récupérées. Elle a été tellement captivée par le processus qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à la mode durable. La mode durable a toujours été en veilleuse, c'est très peu connu. Si vous ne mettez pas votre argent dans votre environnement et que vous n'investissez pas dans l'avenir, ces marques ne pourront pas durer. Bientôt, l'industrie de la mode pourrait être contrainte à revoir la durabilité une fois que la nouvelle loi Fashion Act entrera en vigueur à New York. Introduite au Parlement régional de l'État cette année, la mesure obligerait les détaillants et les fabricants de mode à être responsables de leurs pratiques en matière de durabilité. Ils auraient besoin d'offrir des conditions de travail transparentes et publiques, quel que soit le lieu de production. La Fashion Act s'appliquera aux grandes marques avec des ventes de plus de 100 millions de dollars qui font des affaires dans l'État de New York. Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 2% de leur revenu annuel et la liste des contrevenants sera publiée par le bureau du procureur général de New York. De nombreux créateurs soutiennent l'initiative, dont Stella McCartney. Aja Robinson est la responsable des ventes de la boutique Stella McCartney. Ça a été un miracle, pour vous dire la vérité. Pouvoir réellement obtenir une peau non animale, mais faite d'un légume, d'un champignon, quelque chose de la terre, quelque chose de naturel, c'est important. Le programme des Nations Unies pour l'environnement affirme que l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone. En plus de cela, selon l'Association des matériaux secondaires et des textiles recyclés, presque tous les vêtements et textiles d'occasion pourraient être recyclés et réutilisés. Pourtant, 80% finissent dans des décharges. Pour Nicole McCollin, cela doit cesser. Il est vraiment important de pouvoir penser à votre enfance et à votre passé et de vous en servir comme référence. Il y a beaucoup de déchets et je pense que c'est quelque chose que je considérerais comme un trésor. Un trésor et un cadeau aux efforts pour ralentir le changement climatique. Ce qui n'est pas encore clair, c'est quel effet la loi sur la durabilité aura sur le prix des vêtements si elle est promulguée. L'amour est dans l'air en prévision de la Saint-Valentin qui se célèbre, vous le savez, lundi. Mais vous pourrez débourser un peu plus d'argent cette année pour offrir des fleurs à votre partenaire. L'inflation s'est en effet invitée à la fête des amoureux et, comme ici à Los Angeles, les défis que doivent relever les fournisseurs et les distributeurs de fleurs sont légion. Problèmes de logistique, de production et de transport aérien. Évidemment, la pandémie de Covid-19 est passée par là. Et avant de refermer ce journal, comment ne pas souhaiter joyeux anniversaire à notre productrice Blanche Sanou. Blanche Sanou qui souffle donc depuis hier sur une énième bougie. Faites un tour sur sa page Facebook et laissez-lui un petit mot gentil ou un cadeau symbolique, pourquoi pas. En tout cas, Blanche, nous t'aimons dans le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez un excellent week-end. D'actualité. La première des 17h à 17h30 temps universel et la deuxième des 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangwe Mukili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.